Système d'allumage des moteurs à combustion. Descriptif et notions de base. Sujet traité. Appel. Conception de base des moteurs à combustion. Le concept de base des moteurs à combustion, qu'ils soient à un ou à plusieurs cylindres, est basé sur l'introduction dans une chambre étanche d'un mélange carburant-comburant d'une manière cyclique. 2. Compression de ce mélange à l'aide d'un piston. Combustion du mélange comprimé juste avant la fin de la compression à l'aide d'un arc électrique. Cette combustion produit une force sur le piston qui agit sur le vilebrequin et par suite produit un couple sur les roues de l'engin pour le mettre en mouvement. Le couple en newton-mètre produit par le moteur et sa vitesse, c'est-à-dire la vitesse du moteur qui est en radians par seconde, détermine la puissance du moteur, P en watts. P est égal au couple fois la vitesse. Pour des raisons historiques, P s'exprime aussi en cheval-vapeur, dit en anglais HP pour horsepower. Cette combustion génère des gaz à une pression et une température de l'ordre 12 à 18 bars pour la pression et 400 à 500 degrés Celsius pour la température. Cette combustion se produit une fois par cylindre, tous les 2 tours du moteur. Pour chaque cylindre, la chambre de combustion est formée par la culasse, une partie de la culasse, la chemise et le piston. Dans ce schéma de principe, nous avons représenté schématiquement la bougie, une partie de la culasse, les 2 soupapes, le piston, la chemise et le cylindre. Nous allons animer ce schéma pour voir le cycle d'un moteur à combustion. L'admission des gaz, le moteur est en train d'aspirer le mélange, il est en train de le comprimer et maintenant c'est la combustion, la détente après la combustion et maintenant c'est la phase échappement des gaz. Mots-clés cités dans ce rappel. 3 mots-clés ont été cités dans le rappel. Mélange carburant-comburant, cyclique et arc électrique. Fonction de l'allumage. Donc, à la lumière de ce que nous venons de voir, l'allumage, le circuit d'allumage doit produire cycliquement un arc électrique capable d'amorcer la combustion du mélange admis dans la chambre de combustion, bien sûr. Composants nécessaires. Assurer toutes ces opérations nécessite un matériel spécifique pour chacune d'elles. Nous allons essayer de les identifier. Préparation du mélange. Nous parlerons plus en détail de cette opération dans une autre vidéo. Pour le moment, on va se contenter d'en donner juste un petit aperçu. L'opération de préparation du mélange air-carburant, appelée aussi carburation, est assurée soit par le carburateur, soit par un système d'injection électronique. L'objectif est d'assurer un mélange air-carburant dans de bonnes proportions afin d'obtenir les enrichissements nécessaires quel que soit le régime du moteur, qu'il soit en accélération, en régime stable ou même à froid. Pour les moteurs à essence, la meilleure proportion, dit aussi rapport stoichiométrique, qui assure la combustion totale du mélange est d'environ 14,5, c'est-à-dire qu'il faut environ 4,5 kg d'air pour brûler totalement 1 kg de carburant. Nota bene,
Un rapport stoichiométrique inférieur à 14,5 signifie un déficit, c'est-à-dire on va avoir un gaspillage du carburant et l'augmentation des imbrûlés, donc pollution de l'environnement. D'un autre côté, si le RS est supérieur à 14,5, c'est-à-dire il y a un excédent d'air dans le mélange, c'est-à-dire nous avons une perte de puissance et une surchauffe du moteur provoquée par le ralentissement de la combustion. Schéma récapitulatif. Nous avons schématisé ici un peu la plage du mélange. On a ici le mélange idéal, c'est-à-dire dit le mélange stoichiométrique, dont la valeur varie entre 1 sur 14 à 1 sur 15. On voit que pour le rapport RS inférieur ou égal à 1 sur 22, ou encore pour le rapport RS supérieur à 1 sur 8, on n'a pas de combustion. Le mélange est pauvre pour un rapport qui se trouve aux alentours de 1 sur 18. Il est riche pour un rapport qui se trouve aux alentours de 1 sur 12. Périodicité et distribution de l'allumage. Pour un moteur à 4 temps, 4 cylindres, l'allumage pour chaque cylindre a lieu tous les 2 tours du moteur, du fait que chaque temps ou chaque phase du cycle est l'équivalent d'un demi-tour. Aussi, à chaque demi-tour du moteur, il y a un cylindre qui se trouve en position fin de compression, c'est-à-dire nécessitant un arc électrique pour la combustion du mélange. À la lumière de ce qui précède, le système d'allumage doit, à chaque demi-tour du moteur, produire une haute tension, assurer l'envoi de cette haute tension sur le cylindre adéquat en fonction de l'ordre d'allumage du moteur pour produire un arc électrique. Équipement du système d'allumage. Pour assurer les opérations citées, le système d'allumage doit comporter une source d'énergie, un équipement qui, à partir de la source d'énergie, produit la haute tension, qui doit être capable de créer un arc électrique ayant la puissance requise pour déclencher ainsi la combustion du mélange. Un équipement qui commande la production de cette tension, de cette haute tension. Un équipement qui assure l'envoi de la haute tension produite vers le cylindre adéquat. Et un équipement qui crée l'arc électrique. Regardons maintenant la source d'énergie. Toutes les voitures sont équipées d'une source d'énergie pour s'assurer toutes les fonctionnalités, entre autres le démarrage et l'allumage. Cette source n'est autre que la batterie. L'objectif de cette batterie, c'est de stocker l'énergie électrique sous forme chimique et de la restituer à la demande sous forme de courant continu. Sommairement, une batterie est constituée par un conteneur dans lequel on met un électrolyte, c'est-à-dire une substance conductrice de courant. Dans cet électrolyte, on immerge 2 électrodes, l'une positive et l'autre négative. Généralement, les batteries sont du type plomb acide, c'est-à-dire les électrodes positives et négatives sont en plomb, alors que l'électrolyte est de l'acide sulfurique dilué. Ce type de batterie est dit secondaire, du fait qu'elle est rechargeable par opposition aux batteries dites primaires qui sont d'une utilisation unique. Caractéristique d'une batterie.
Les principales caractéristiques d'une batterie sont le voltage, c'est-à-dire la tension nominale qui est pour la majorité des véhicules de 12 volts, l'ampérage, c'est-à-dire le courant nécessaire pour le démarrage de l'engin, exprimé en ampères. La capacité, c'est-à-dire la quantité d'énergie que peut délivrer la batterie pendant une durée donnée. Elle s'exprime en ampères-heure. Nota bene, cette capacité est variable. Elle dépend essentiellement de la température et de l'intensité du courant délivré. Image batterie. Juste un petit image pour montrer l'envergure d'une batterie et avec une coupe locale pour montrer son intérieur. De batterie, schéma image de batterie réelle, où on trouve essentiellement la tension, la capacité et l'ampérage. Passons maintenant à la production du courant fort. Remarquons en premier lieu que l'amorçage d'un arc électrique nécessite une tension minimale de l'ordre de 15 000 volts. Or, nous avons vu que la tension de la batterie n'est que de 12 volts continus. Donc, l'équipement pour la production de la tension, de la haute tension, doit pouvoir transformer les 12 volts continus de la batterie en 15 000 volts nécessaires à la production de l'arc. Cet élément n'est autre que la bobine d'allumage. Principe de fonctionnement d'une bobine d'allumage. Nous avons dit précédemment que la bobine joue le rôle d'un transformateur élévateur, puisqu'elle doit transformer la tension de 12 volts continue en une tension de 15 000 volts. Schéma de principe d'un transformateur. On a le noyau magnétique qu'on équipe par un enroulement primaire ayant N1 spire, et d'un enroulement secondaire ayant N2 spire. Si on applique une tension au primaire, on a la production d'un flux magnétique qui produit par induction la tension US secondaire. Constitution d'un transformateur. Le transformateur est constitué donc de deux enroulements couplés entre eux par un noyau magnétique et ne disposant d'aucune connexion électrique. Il exploite le phénomène de l'induction électromagnétique. Fonctionnement d'un transformateur. L'alimentation de l'enroulement primaire par une tension alternative U1 produit un champ magnétique à travers le noyau, lequel champ induit une tension alternative U2 aux bornes de l'enroulement secondaire. La valeur de la tension secondaire induite, le U2, dépend du nombre de spires de chaque enroulement et est égal à, c'est-à-dire U2 est égal à U1 fois le rapport N2 sur N1. Donc, pour que le transformateur soit élévateur, il faut que le nombre de spires de l'enroulement primaire, N2, soit supérieur au nombre de spires de l'enroulement secondaire, N1. Particularité de la bobine d'allumage. Donc, comme un transformateur élévateur, dont nous venons de voir quelques spécificités, la bobine est constituée d'un enroulement primaire ayant N1 spire, d'un enroulement secondaire ayant N2 spire avec N2 supérieur à N1. Les deux enroulements sont couplés à l'aide d'un noyau magnétique et elles exploitent le phénomène de l'induction électromagnétique qui lui permet de transformer la variation commandée des 12 volts de la batterie. Et c'est là, c'est-à-dire la transformation de cette variation commandée, qui fait la particularité de la bobine d'allumage. Image de bobine. Le noyau
magnétique, le bobinage primaire et secondaire, l'arrivée du calculateur et le départ sorti vers le distributeur. Nous allons voir tout ça par la suite. Comment faire varier les 12 volts de la batterie? Tout simplement en coupant au moment opportun l'alimentation de la bobine, ce qui fait passer sa tension primaire en un très court temps à 0 volts. Cette coupure brusque de l'alimentation de la bobine est assurée par un équipement autrefois appelé vis platinée, qu'on appelle maintenant rupteur. Fonctionnement du rupteur. Une came actionne un linguet porte-contact mobile du rupteur pour l'écarter de son contact fixe et rompre ainsi l'alimentation primaire de la bobine et créer en même temps une très haute tension 10 000 à 15 000 volts au niveau de son secondaire, le secondaire de la bobine bien sûr. Nota bene, la came est généralement entraînée par l'arbre à came à raison d'un tour par cycle moteur. Son nombre de bossages dépend du nombre de cylindres du moteur. Le rupteur dispose d'un condensateur dont le rôle est d'absorber les courants d'auto-induction dus à l'ouverture du rupteur pour rendre cette ouverture plus franche. De protéger les contacts. Nota bene, au repos, la pression exercée par pour le maintien des contacts fixes et mobiles bien plaqués l'un sur l'autre est assurée par un ressort spiral. Schéma de principe du rupteur. La came, donc c'est un rupteur pour un moteur à 4 cylindres. Donc nous avons la came à 4 bosses, son sens de rotation, le support de contact fixe, le linguet porte-contact mobile et les contacts mobiles et fixes. Ici, le cycle de fonctionnement ou le cycle de déplacement du rupteur. L'ouverture, c'est-à-dire le contact est ouvert, fermeture, c'est-à-dire le contact est fermé. Image d'un rupteur. Donc le socle de fixation, le linguet porte-contact mobile, l'articulation et le ressort, le contact de la came avec le linguet et les contacts fixes et mobiles du rupteur et le fil de connexion. Envoi de la haute tension au cylindre. Une fois produite, la haute tension doit être dirigée vers le cylindre adéquat, et ce, par un distributeur et un rotor. Le distributeur, qui dispose d'une entrée et d'autant de sortie que de cylindres, reçoit par son entrée la haute tension produite par la bobine suite à l'action du rupteur. La dirige par le rotor au cylindre adéquat via l'une de ses sorties pour amorcer la combustion. Juste à noter, nous désignons par cylindre adéquat le cylindre qui est en fin de compression. Schéma de principe du distributeur. Une vue extérieure du distributeur. L'entrée haute tension. Les 4 sorties vers les cylindres. Vue suivant A. On a le corps, les charbons d'entrée et de sortie et la fixation du distributeur. Image distributeur. On montre un peu l'ordre d'allumage, comment il fonctionne, l'entrée et les différentes sorties. Une autre vue de côté et une vue montrant les contacts du distributeur et en montrant un peu le fonctionnement. Comment le transfert de la tension s'effectue entre le plot central et les plots de sortie. Schéma de principe du rotor. Donc nous avons un socle
qui porte une partie en cuivre pour le transfert du courant, une vue suivant B et un peu les appuis, entrées et successivement des sorties. Image du rotor, vue de dessus, vue de côté, le contact haute tension, entrée et sortie, et l'alisage recevant l'arbre d'entraînement. Création de l'arc. La tension 10 000 à 15 000 volts produite par la bobine a pour objectif la création d'un arc électrique au sein de la chambre de combustion, et ce, via la bougie. Fonctionnement d'une bougie. En recevant la tension entre son embout d'alimentation et la masse, elle crée un arc entre ces deux électrodes. Cette opération est répétée des milliers de fois par minute. C'est pourquoi la bougie doit résister à la chaleur et à la pression engendrée par les explosions à l'intérieur de la chambre de combustion. Les principaux composants d'une bougie, on a l'embout de connexion, un culot, le corps c'est-à-dire, une électrode liée à l'embout, c'est l'électrode centrale, une électrode de masse liée au culot, un isolateur thermique et électrique en céramique, un lot de pièces de guidage et d'étanchéité. Schéma de principe d'une bougie. On a l'électrode de masse, la pastille électrode centrale, le kilo fileté, l'électrode centrale, l'isolateur en céramique, la résistance en céramique, l'embout. Image d'une bougie. Donc la partie supérieure où on montre l'embout et une partie de l'isolateur en céramique, le culot avec son filetage, l'écrou pour fixation, l'électrode de masse et l'électrode centrale. Donc l'embout, la partie céramique, le culot, l'électrode de masse et l'électrode centrale. Image, ensemble de câbles de connexion. Bien sûr, on ne peut pas parler du système d'allumage sans parler de l'ensemble des câbles de connexion qui lient le distributeur aux bougies. Donc nous donnons ces trois photos à titre indicatif. Supplément. Voir plus de détails sur les bougies en cliquant ici ou copier-coller ce lien. Nous allons jeter un coup d'œil sur la vidéo qui concerne les bougies. Assemblage et animation. Nous allons maintenant procéder à l'assemblage de tous ces composants et animer le circuit pour une meilleure compréhension. Donc l'assemblage, nous avons la batterie, la bobine d'allumage avec ses deux enroulements concentriques, l'allumeur avec le rupteur et son condensateur et le distributeur. Et bien sûr, les 4 bougies. Bien sûr, c'est un circuit d'allumage pour un moteur à 4 cylindres. Connectant la masse, les différentes masses du circuit. Connectant maintenant la batterie au primaire de la bobine à travers un contact de démarrage.
et la sortie du primaire avec l'allumeur. Connectons maintenant la sortie du secondaire au distributeur et les différentes connexions avec les 4 bougies. Animons ce circuit. Position 1, on a l'étincelle sur la bougie 1, bougie 3, la bougie 4, la bougie 2, on refait encore une fois le cycle. L'ordre d'allumage de cette animation est 1, 3, 4, 2. Allumage électronique. Faiblesse de l'allumage classique. L'allumage classique que nous venons de voir comporte plusieurs points faibles. Usure et dérèglage du rupteur, perte de performance due à l'usure et le déréglage du rupteur, bien sûr, une fréquence élevée des interventions de remise au point, qualité de l'arc électrique moyenne, pour ne pas dire faible, faiblesse relative de la tension, angle de cam constant, système figé, c'est-à-dire n'offrant aucune possibilité d'intégrer de nouvelles variables d'entrée pour en améliorer la précision. Évolution de l'allumage électronique. Pour faire face à ces problèmes, les ingénieurs ont commencé à développer l'allumage électronique, dont les premiers ont vu le jour suite à l'invention des transistors de puissance dans les années 50. Dans les années 70, son introduction se confirme pour être généralisée à toutes les catégories de véhicules, auto, moto, à partir des années 80. 3 générations d'allumage électronique se sont succédées. Première génération, elle a consisté à intégrer un module électronique entre le rupteur et la bobine pour réduire le courant d'extra-rupture au niveau du rupteur, afin de réduire l'usure de ces contacts et augmenter la haute tension. Ici, on parle du phénomène de l'auto-induction. Deuxième génération, elle consiste à supprimer le rupteur et le remplacer par un capteur électronique statique qui génère un signal électrique lors du passage d'un aimant permanent devant lui. Le capteur, c'est tout simplement un bobinage fixe. Le grand avantage de ce système réside dans l'absence totale des opérations de maintenance, auparavant exigées par le rupteur. Troisième génération, elle a consisté à remplacer le mécanisme d'avance par 2 autres systèmes électroniques. Le premier est un système d'avance réglé sur pleine avance. Le deuxième, c'est un système de retard qui gère le retard en fonction de la situation actuelle du moteur. Les différents types d'allumage électronique peuvent, si on veut les classer, peuvent être classés dans 3 familles différentes. Allumage électronique à décharge capacitive, c'est-à-dire décharge de condensateur.
L'énergie électrique stockée dans un condensateur génère une étincelle provoquée par la tension de la bobine. Allumage électronique par détection magnétique. Un capteur électronique remplace le rupteur pour produire une impulsion électrique au passage d'un aimant. Schéma de principe d'un allumage électronique par détection magnétique. On a le volant moteur, son sens de rotation, l'aimant fixé au volant, le capteur, le boîtier électronique, c'est-à-dire le calculateur, la bobine avec ses enroulements primaires et secondaires, la bougie et les différentes masses. Quand le volant se met à tourner, chaque fois où l'aimant passe devant le capteur, ce dernier produit un signal qui est transféré au boîtier électronique, lequel boîtier électronique assure la coupure de l'alimentation de la bobine pour produire une haute tension au secondaire. Allumage électronique intégral. Une multitude de capteurs émettent des signaux électriques vers un calculateur qui, après analyse des données reçues, détermine, entre autres, le point d'allumage avec grande précision. Schéma de principe d'un allumage électronique intégral. Donc, nous avons le volant moteur, son sens de rotation, sur lequel est fixé un plot métallique, les capteurs, un capteur de dépression, le calculateur, la bobine et le contact de démarrage. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a permis de saisir mieux l'allumage, qu'il soit classique ou électronique, des moteurs à combustion. À bientôt.